position de la mutualité pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'on peut faire justement le lien directement à ce qui vient d'être dit et ce qu'on a évoqué depuis un certain temps sur ce qui avait pu être négligé un petit peu dans les interventions pour l'instant, la question du rôle de l'État. Si on prend l'histoire de la mutualité et l'histoire de la coopération, qui sont deux filles de l'économie sociale, qui ont une vie séparée, sauf une exception, l'école de Saint-Claude, qui est vraiment qui n'est pas tout à fait une école, je suis d'accord avec ce que disait Alain tout à l'heure, parce qu'elle n'a pas essaimé, sauf quelques expériences. On lui prête improprement le nom d'école. La mutualité, qui a été tolérée par les pouvoirs publics pendant la première moitié du XIXe siècle, puisqu'elle est née au courant XVIIe, XVIIIe. Elle était quand même placée sous la suspicion des pouvoirs publics parce qu'on avait peur qu'elle serve de foyer de résistance ouvrière à une époque où le syndicalisme n'était pas encore autorisé, à une époque aussi où l'association, quel que soit l'objet, était fortement limitée. Je rappelle qu'au XIXe siècle, selon le code pénal de 1810, pour constituer une association de plus de 20 personnes, quel que soit l'objet, il faut l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Et pour chaque réunion, il faut l'autorisation des autorités locales, soit le commissaire, soit le préfet. Donc il y avait une suspicion à l'égard de ce qu'on pouvait appeler, ce que Michel Dreyfus a appelé les mutuelles de combat. Et puis, les pouvoirs publics ont bien senti la nécessité sociale, et c'est Napoléon III, enfin, le président Louis-Napoléon Bonaparte, puis l'empereur Napoléon III, qui, dans les années 1850-1852, ont encadré par le droit les sociétés de secours mutuels, avec ce double objectif, et là on retrouve des éléments qui ont été annoncés tout à l'heure, évoqués tout à l'heure, c'est la question de la responsabilisation, de la moralisation, de l'acculturation, de l'encadrement des masses, et de cette population qui faisait peur, qui était considérée comme des barbares par les élites locales, ni plus ni moins que des barbares. On a des déclarations dans la presse à ce sujet, et on place la société de secours mutuel sous l'égide du curé et du maire, et à l'échelle territoriale. Et elle est dirigée par les élites locales. Et à l'intérieur de la société de secours mutuel, on moralise les adhérents, ce qu'on appelle les sociétaires. Vous avez un temps de noviciat. Certaines maladies font que vous êtes exclu d'office, parce qu'il faut avoir bonne vie, bonne mœurs, etc., etc. Donc on a un encadrement des sociétés de secours mutuels, avec la République après qui va favoriser la structuration du mouvement et la création de la FNMF, qui effectivement a été créée ici en 1902, et le congrès constitutif a eu lieu à Nantes en 1904. Et ce qui fait qu'il y a une proximité naturelle, entre guillemets, de la mutualité avec les pouvoirs publics, ce que ne connaît pas du tout le monde coopératif, puisque ça a été évoqué par Alain Mello tout à l'heure. Dans l'encadrement législatif des coopératives, on a un pauvre article dans une loi sur les sociétés commerciales en 1867. Donc, ce n'est pas du tout le même type d'encadrement. Et je pense que ça joue aussi dans l'attitude de la mutualité pendant la Seconde Guerre mondiale. Et de mon expérience, oui, c'est une période un peu délicate à aborder quand on veut produire un ouvrage de communication sur l'histoire, rappeler l'histoire d'une mutuelle quand on est dans une crise identitaire. Et si on prend l'exemple de la Vendée, ce n'est pas pour stigmatiser la Vendée, il ne faut pas faire de lien trop et d'a priori trop facile. Mais si on prend l'Union départementale des sociétés de secours mutuels de la Vendée, en 1940, ils produisent un document pour reconnaître justement le nouveau gouvernement et la politique du maréchal Pétain. Et puis en 1944, ils produisent un document quasiment identique, à quelques mots près, pour saluer le retour de la République et du général de Gaulle, parce qu'ils sont dans une situation très ambiguë. Et si on parle concrètement un petit peu de la manière dont s'est construit l'ouvrage, il faut illustrer un ouvrage. Et pour illustrer la période, on avait la possibilité, parce que vous savez que Fleury-Michon est un des fleurons de l'industrie agroalimentaire vendéenne, on avait quelques belles illustrations de Fleury-Michon pendant la guerre, sauf qu'il y avait le général et les officiers allemands de la Wehrmacht qui surveillaient la production. Donc c'était toujours un peu délicat à mettre en avant pour la personne qui ne fait que parcourir et qui n'irait pas lire les lignes légendées en dessous. Et sur la question de la résistance, je n'ai pas croisé, en tout cas de mon expérience, ma petite expérience sur les mutuelles, sauf Saint-Claude. Puisque là, justement, voilà,
à Saint-Claude, on a cette école, donc cette alliance entre mutuelles et coopératives, et on a et aussi le courant socialiste, voilà, et le Parti socialiste, qui fait qu'on a un militantisme actif et que Alain me confirmera, mais de mémoire, ils ont participé à des actions coup de poing, justement, de la résistance, activement, et que les presses de la fraternelle servaient à la presse clandestine résistante. Donc là, on a, mais c'est un exemple, voilà, c'est le seul exemple, et je pense qu'après, il faut aller voir du côté des parcours individuels des mutualistes, où on a très certainement des mutualistes qui, à titre individuel, eux, ont résisté. Voilà. Merci. Alors, donc pour revenir sur